À peine la moitié des accompagnateurs rénovent les 3 premiers mois qu'il en aurait fallu pour faire des rénovations globales. Donc il a fallu aussi qu'on aille au carton, qu'on aille voir les 2 ministres à l'époque, et pour avoir la version MaPrimeRénov', allez, qui n'est pas parfaite, mais qui nous convient encore plutôt bien, celle du 15 mai 2024. 15 mai, c'était il y a à peine 3 mois. Hein. Donc voilà. Tout ça plus ça, malheureusement, tout ce qu'on a perdu de 6 mois ou un peu plus au niveau des installations, au niveau de la rénovation énergétique, eh bien ça va venir surenchérir le nombre de personnes au chômage ou de non-emploi, des équivalents temps plein dans le bâtiment. Et donc à la fin de l'année, eh bien c'est entre 60 et 70 000, on n'espère pas plus, mais voilà, de salariés en moins que l'on va perdre vraiment dans le secteur du bâtiment. Donc voilà, c'est le constat. Derrière, on sait qu'on a un boulevard devant nous parce qu'il faut construire du logement pour les Français. 4 millions de Français cherchent un logement, 2 millions cherchent un logement social. Parce qu'on construit d'une façon, on est champion olympique de la construction neuve en France, et avec les matériels que l'on installe, c'est pareil. Le monde entier nous regarde, waouh, avec, j'allais dire pas envie, parce qu'ils savent quelque part que la réglementation, c'est compliqué de la mettre en place, mais en tout cas, voilà, on a cette image-là dans le monde entier, tant mieux. Hein. Donc voilà, mais pour transformer l'essai, il faut avoir un État qui ait les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire quand on nous donne une ligne directrice, eh bien derrière, on ne veut pas plus. On ne veut pas plus en budget cette année. Vous savez, on va voir, moi cet après-midi, je vois les 2 ministres, je vais leur dire, je ne veux pas plus. On ne veut pas plus. On veut que soient maintenus au moins les dispositifs pour pouvoir continuer à avoir une activité soutenue et réussir la transition énergétique. Je vous propose dans un deuxième temps qu'on voit justement les actions à mettre en place, mais José, est-ce que vous pouvez nous dire, donc, pour les entreprises de grossistes, que cela signifie aujourd'hui cette crise? Bonjour, d'abord bonjour à tous et à toutes. D'abord permettez-moi de réaffirmer que Coedis, que je préside, est aujourd'hui un acteur et un contributeur majeur à la problématique de la rénovation et de la rénovation énergétique. En effet, on représente avec 15 milliards de chiffre d'affaires, pas loin de 400 entreprises qui sont à la fois de distributeurs, hein, pas seulement des grossistes, mais des distributeurs professionnels. Des distributeurs professionnels qui interviennent dans les métiers d'électrique et dans les métiers du génie climatique. On a environ 200 000 clients, on a pas loin de 4 000 agences, c'est dire si sur le territoire français, c'est dire si on assure un maillage territorial important, et derrière ce maillage territorial important, ben, il y a un rôle sociétal, et puis derrière ce rôle sociétal, il y a évidemment un rôle de conseil justement pour engager l'ensemble des intervenants, que ce soit les installateurs comme les clients finaux, à se montrer plus verts dans leur démarche globale. Donc voilà. Après, les quelques chiffres, si vous voulez, mais je vais très rapide, hein, pour vous dire qu'à fin août, la totalité de l'activité des 15 milliards de chiffre d'affaires réalisés à fin août, enfin qui représente en fait la moitié puisqu'on est à la moitié de l'année, donc c'est une tendance baissière assez consistante puisqu'on est à -7 depuis le début de l'année quand on totalise l'activité électrique et l'activité génie climatique. On est à -8 quand on ne considère que l'activité génie climatique. Et pour donner un exemple parmi d'autres, on enregistre une baisse de la vente de nos pompes à chaleur à fin août de l'ordre de -35%, ce qui est très conséquent. Pour autant, nos adhérents, notre fédération ne sombre pas dans la morosité, parce que tous nos adhérents sont déjà engagés dans la transformation de nos métiers, hein, de sorte à créer plus de valeur à nos clients, une valeur opérationnelle d'abord, à travers tous les efforts qu'on a fait en matière de digitalisation, et Team Fab 10 ne sont que quelques-uns des exemples qu'on peut mettre en avant. Une valeur aussi économique, bien évidemment, à travers ce que nous propose l'IA et toutes les possibilités qu'on a de distinguer les offres les mieux disantes parmi l'ensemble des offres disponibles sur le marché, et surtout une valeur environnementale, puisque c'est un sujet stratégique ô combien sensible, parce qu'il est différenciant dans la politique de chacun de nos adhérents, mais pour autant on le prend en compte parce qu'il est clé pour les mois et les années à venir.
vais m'en tenir là et après je répondrai. Je vous repasserai la parole aussi. Donc Stanislas, vous représentez les fabricants, un autre maillon de cette filière. Donc quel est l'état des lieux que vous pouvez faire chez Uniclimat? Je crois que plus on descend la filière, plus on constate malheureusement qu'elle est extrêmement touchée. Donc Uniclimat, c'est 92 marques, 69 sociétés ou groupes qui représentent 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 87 usines en France. Et on constate globalement, si je reprends le domaine de la pompe à chaleur, tu citais José, 35% de moins au niveau de la distribution. On est à moins 46% en pompe à chaleur Aéro à fin août du côté des fabricants. Et on est à moins 15% sur les pompes à chaleur RR. Donc on voit que malheureusement, plus on descend la filière, plus on souffre. On a également un constat qui est alarmant, puisque même le biomasse est à moins 58%. Donc on n'a pas de relais sur des équipements aussi vertueux. On est à moins 28% pour le solaire thermique. On est à moins 3% pour les parties de ventilation. Je dirais que la seule chose un peu anachronique, c'est la chaudière qui est à 17% de croissance. Cherchez l'erreur quelque part. Donc globalement, ce que l'on constate, c'est que vous avez fait un travail de réduction de vos stocks en distribution sur la pompe à chaleur. Malheureusement, les industriels ont des très très hauts niveaux de stock en ce moment qui pèsent lourdement sur les rentabilités de nos structures. C'est anormalement élevé en ce moment, donc ça nous met dans des vraies difficultés. Et si la situation n'était qu'en France, on arriverait peut-être à trouver relais de croissance ailleurs, ce qui n'est pas le cas, puisque 2/3 de nos adhérents voient une régression de leur activité de plus de 30% en Europe, et un tiers entre 0 et 15% globalement sur le territoire européen. Donc on voit qu'on est malheureusement à la peine partout. Cette baisse, elle est extrêmement significative, et quand on cumule globalement la hausse en volume des chaudières de façon anachronique, mais aussi la baisse massive en pompe à chaleur, on est quand même sur un marché globalement de l'équipement qui est inférieur à ce que l'on devrait fournir. Donc ça veut dire clairement aussi que le marché de la rénovation est fortement touché, est en forte réduction. Donc ça aussi, c'est un élément qui nous touche. Donc nos entreprises sont obligées de s'adapter. Donc massif recours au chômage technique, soit été déjà fait, soit malheureusement risque de se faire assez rapidement. Les contrats d'intérim ont été les premiers touchés, qui ont été les premiers réduits ces derniers mois. Et on va jusqu'à des réductions d'effectifs qui peuvent être massives, puisque 50% des adhérents nous disent avoir réduit leur effectif en production de plus de 22% sur les 12 derniers mois. Et 50% sont sur des effectifs stables, mais se posent des questions sur les mois qui viennent si le contexte reste identique. Donc ça, c'est en France, et vous entendez tous parler, pour ceux qui suivent un peu cette actualité de l'industrie de la pompe à chaleur, de réduction aussi en Europe. On peut parler pour certains exemples, en Belgique, moins 500 contrats, en Espagne, moins 200, en UK, moins 430 chez un de nos adhérents et de leur filiale, moins 10% pour un de notre adhérent en Suède, etc., etc. Donc on voit que malheureusement, la filière est particulièrement touchée. On en parlera tout à l'heure. On est en train de perdre des compétences, et quand on perd les compétences, quand il va falloir redémarrer, on va souffrir. À côté de ça, on reste mobilisé, puisque les industriels ont bien compris l'importance de travailler leurs investissements pour mettre en place l'outil qui est nécessaire à fournir ces équipements de transition énergétique, de décarbonation. Donc en France, c'est plus de 200 millions d'euros d'investissements qui sont prévus par les industriels. C'est plus de 1000 emplois qui sont potentiellement dans les cartons. Malheureusement, la situation fait qu'un grand nombre d'entre nous sont en train de retarder ces projets de 6 mois, de 18 mois, alors qu'on s'était engagé en amont de cette crise à pouvoir être au rendez-vous en 2027-2030 avec ce million de pompes à chaleur en France, produites en France. Donc voilà le contexte assez compliqué. Alors, on le voit, le contexte est compliqué, mais vous représentez des entrepreneurs, donc vous êtes forcément à la recherche de solutions. J'ai envie de vous poser la question sous deux angles. Qu'est-ce que vous avez envie de demander au nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, mais aussi en tant qu'organisation professionnelle et en tant que filière, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de relancer la machine? Olivier, je vais peut-être commencer par vous. Oui, mais la première des choses, c'est de la stabilité. Le bâtiment, dans son ensemble, est une variable d'ajustement du budget depuis des décennies. Et chaque fois qu'il faut taper sur une dépense, parce que, évidemment, les techniciens des 7 ou 8e étages de Bercy qui ont fait HEC, Sciences Po et
en 3 semaines, ne pense qu'à la dépense. C'est-à-dire il ne voit pas derrière qu'il y a un coefficient multiplicateur de 3, 4, 5, quelquefois 10, et donc que la recette, ça compte beaucoup. Je crois que cette recette, Bruno Le Maire et son compère Thomas Cazenave, l'année dernière, même en début d'année, quand ils ont vu l'effondrement de la TVA et des recettes fiscales en 2023, oh là, il nous manque 8 milliards d'euros, comment ça se fait? Bon, ben moi, je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit, ben écoutez, sur les 8 milliards d'euros, il y en a au moins 4 qui viennent du non-investissement des ménages dans la construction en France et de la rénovation énergétique. Ben oui, on ne construit pas 100 000 logements de moins en 15 mois, on ne coule pas la rénovation énergétique comme ils ont fait depuis le début de l'année, donc tout l'hiver, comme il y avait une décision, et rien ne s'est fait. Hein, alors que le président de la République avait donné, et ce gouvernement, depuis 7 ans, la rénovation, etc. Enfin, depuis 4 ans, on va dire. Et donc, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, il n'y a pas de recette fiscale s'il n'y a pas... Ben oui, en France, les politiques publiques, elles sont importantes. Oui, ce matin, il y avait une question... prenez-vous en main, voilà, faites vos décrets, faites vos lois, organisez-vous et tout ça. J'ai dit stop la naïveté, ça n'existe pas en France. Les pouvoirs publics sont très puissants. Ils légifèrent, ils décrètent sur la formation, sur les jeunes, sur l'éducation, sur les filières, sur les formations techniques, réforme du lycée professionnel, on l'a vu, on ne sait pas ce que ça devient, j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, la ministre qui était faite pour ça, au bout d'un an, elle a sauté comme du popcorn, on ne sait pas où elle est, mais en tout cas, voilà. Et puis sur tout le reste, sur la réglementation, sur les budgets, sur les aides aux entreprises, sur les aides aux particuliers. Voilà. Quand je dis qu'on est, nous, entrepreneurs, j'allais dire de la grande filière du bâtiment, toute comprise, et effectivement, plus nous, l'eau technique, une variable d'ajustement, mais en tout cas, d'une agilité formidable, on est encore là. Je veux dire, ça fait longtemps que certains secteurs auraient mis la clé sous la porte et auraient voilà, peut-être fait des travaux pas forcément dans la légalité. Donc là-dessus, on a tout ce qu'il faut. On a les industriels qui ont été boostés il y a quelques années par un discours politique incantatoire une fois de plus. Hein. Les assises du BTP, on les a fait. Les CNR logements, on les a fait. Les comités de ceci, on les a fait. La commission Redsamen, on les a fait. On l'a faite. La simplification, ben, on ne l'a pas faite parce que ça a duré 3 mois et Bruno Le Maire, il s'est barré et il n'y a plus personne. Donc la simplification, pour l'instant, on l'a sous le nez. Sinon ailleurs. Voilà. Donc, en fait, on a été ballotté partout. Oui, il faut écouter les professionnels. Oui, nous, on a les bons chiffres. Et sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce que l'on va demander là, ces jours-ci, parce que la prise de conscience, enfin, elle est là. Ça y est, les politiques, tout le monde parle du logement, tout le monde parle du logement partout. Voilà, ça fait plus d'1 an, mais là, aujourd'hui, après les législatives et le gouvernement en place en parle, eh bien, il nous faut des mesures, au moins sur une stabilité, sur 5 ans. C'est ce que l'on demande. Alors, vous allez me dire, celui-là, c'est pareil, je parlais de naïveté tout à l'heure. Oui, on ne sait même pas si ce gouvernement il va vivre au mois d'octobre. Donc, voilà. Mais en tout cas, qu'il y ait cet influx, parce que ce sujet du bâtiment et de la rénovation énergétique qui est vraiment transpartisan dans l'Assemblée, hein, de tous les extrêmes, parlent du logement et disent qu'il n'a peut-être été pas fait ce qu'il fallait, mais en tout cas, ils sont tous là-dessus. Eh bien, il faut que nous, on en profite. C'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, on veut ce Conseil national de la construction avec les politiques, parce qu'il compte, il faut le dire, en France, on ne peut pas faire sans, et l'ensemble de la filière pour se faire écouter, entendre et donner les bons chiffres. Moi, il y a encore 6 mois, quand je disais on va perdre 60 000, 90 000 personnes dans le bâtiment fin décembre 2024, on me disait « Oh Olivier, t'exagères. Ouais, t'exagères toujours un peu, machin. » Ben non, on n'exagérait pas, c'était la vérité. C'est ce qu'il arrive aujourd'hui. Donc voilà, voilà ce que l'on veut, voilà sur quoi on travaille. La stabilité, la programmation, la planification, c'est ce qu'il nous faut. Bon, on avait un grand Manitou de la planification depuis 7 ans. Je ne sais pas s'il a planifié quelque chose quelque part en France. En tout cas, dans le bâtiment, il n'a rien fait. Bon, José, côté Coedis, donc quelles sont vos attentes et comment vous vous organisez pour justement que cette relance arrive? Je crois que tout a été dit, pour l'essentiel en tout cas. Moi, je ne peux que reprendre à mon compte le souhait de plus de simplicité et plus de stabilité dans les démarches qui sont entreprises aujourd'hui par le gouvernement, plus de stabilité
parce qu'on a besoin d'y voir plus clair à moyen et long terme, que ce soit pour les artisans, les distributeurs, comme pour les industriels, hein, qui ont besoin d'investir en connaissance de cause, en sachant ce que sera le marché qui se profile à l'horizon. Je pense qu'il faut également plus de contrôle pour éviter de demander plus d'argent. Je pense qu'il y a, ça a été dit, beaucoup d'argent qui est dépensé à fond perdu auprès d'un certain nombre d'entreprises, d'éco-délinquants et autres. Donc il faut renforcer les contrôles. Et puis si des modifications devaient être apportées au système dont nous revendiquons la reconduite, c'est-à-dire le système de MaPrimeRénov' qui avait été modifié le 15 mai, je crois, pour être prolongé jusqu'à la fin d'année et que nous souhaitons voir perdurer en 2025, et c'est d'ailleurs le sens du courrier qui était adressé par EDF et 29 parties prenantes, pas plus tard que ce matin, je crois, c'est dans la presse. Donc, reconduire ce processus de sorte à être dans la stabilité, à y voir plus clair. Et puis ensuite, pour ce qui concerne MaPrimeRénov', si on doit faire, encore une fois, si on doit apporter des modifications, c'est dans la simplicité, dans le parcours, c'est qui est un véritable parcours du combattant aujourd'hui pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour accéder à cette prime Rénov'. Ça, c'est la première chose et effectivement, comme le dit Olivier, on est éminemment dépendant de ce qui sera décidé au niveau gouvernemental, pour autant que quelque chose soit décidé. Moi, je voudrais quand même dire que, en toute chose, il faut aussi savoir balayer devant sa porte, si je puis dire, hein. J'ai dit tout à l'heure que moi, j'avais confiance dans nos adhérents qui tous sont très engagés dans la transformation du métier pour créer plus de valeur auprès du client. Je pense également qu'on est face incontestablement à un marché multi-usage. On voit bien l'addition des nouveaux marchés, photovoltaïque, pompe à chaleur, IRVE, etc., etc. Donc, qui dit multi-usage dit obligatoirement, impose, appelle multiservice. Parce que si on n'est pas capable d'apporter à chacun de ces usages de nouveaux services, eh bien, les installateurs et les distributeurs vont perdre leur statut de référence de professionnels qu'ils ont aujourd'hui à travers les ventes de produits qu'ils installent avec la sécurité ad hoc. Mais il faut aussi qu'ils installent les produits avec la sécurité ad hoc, plus un certain nombre de services, de sorte à ce que il y ait du côté de nos clients une amélioration du parcours client qui est la seule source de viabilité pour nos entreprises à terme. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je pense qu'il faut aussi essayer d'élargir le spectre de nos partenariats à travers l'écosystème. Il faut essayer de conclure des accords, d'engager des partenariats en interne, mais aussi à l'extérieur de la filière, de façon à renforcer l'expertise de chacun, que ce soit l'expertise des distributeurs comme l'expertise des installateurs, sur les nouveaux sujets qui font l'objet de notre métier aujourd'hui. Voilà ce que je pense intimement et profondément. Et je dirais que pour conclure là-dessus, que c'est en cela que Coedis est un rôle à jouer comme accélérateur de la transformation de ces métiers pour aller vers une réponse de plus de services face à ces multi-usages et d'avoir une réponse aussi adaptée en termes d'accords, de partenariat avec d'autres intervenants, d'autres parties prenantes de l'écosystème. Merci beaucoup. Stanislas, chez Uniclimat, comment est-ce qu'on voit l'avenir? Comment est-ce qu'on s'organise pour permettre cette relance? Mais pour prendre l'invitation, globalement de ce qu'on attend des pouvoirs publics, moi je le qualifierai en 3 mots. Alors je vais reprendre un mot qui a déjà été largement utilisé, stabilité. Le deuxième, c'est pragmatisme. Et le troisième, c'est cohérence. Si ça pouvait devenir sur le fronton et le credo de nos politiques et des directions techniques associées, on en serait ravis. Stabilité, ça a été cité, cet ajustement MaPrimeRénov' qui a été fait le 15 mai, on appelle tous de nos voeux que ça soit prolongé. Le courrier qui a été envoyé vendredi et publié depuis ce matin dans la presse pour demander au Premier ministre et à son gouvernement de le proroger sur 2025 est critique. C'est déjà le premier point, stabilité. Mais je rajouterais, quand on parle de rénovation, parce qu'il n'y a pas que le résidentiel, c'est également de pérenniser tous les fonds qui permettent aux collectivités aujourd'hui de faire ces travaux de rénovation, que ce soit en thermique, mais aussi en ventilation, en qualité d'air, en confort dans le bâtiment. Et on en a besoin, donc les fonds verts et du Rénov' et autres,
ces fonds sont indispensables pour accompagner une rénovation de qualité dans ces bâtiments non résidentiels, de la même façon que MaPrimeRénov' l'est dans le bâtiment résidentiel. Pragmatisme, c'est le deuxième élément clé. Pragmatisme parce qu'on attend un arrêt de la surtransposition et un arrêt de vouloir aller toujours plus vite que ce qui est imposé déjà sur les rythmes européens. Moi, je dis toujours, le temps politique n'est pas le temps industriel. On ne vit pas avec les mêmes temporalités. Le temps industriel, c'est le temps de la conception produit. C'est 2, 3, 4, 5 ans pour une gamme de produits. C'est le temps de mettre en place les capacités industrielles, d'investir. Et on a besoin de cette stabilité dont on parlait pour lancer ces investissements qui mettent 5, 10 ans avant de trouver une performance et une rentabilité. Et vous savez à quel point les industriels, on n'aime pas l'incertitude. On ne sait pas investir et faire des choix quand on est dans l'incertitude. Donc, pragmatisme et de prendre en compte ces éléments qui sont du coup très préjudiciables pour les industriels. Et dernier point, c'est la cohérence. On a beaucoup de règles antinomiques et on a besoin d'un côté, bien sûr, d'être soutenu sur tout ce qui va permettre à la transition énergétique et la décarbonation, et les industriels s'investissent massivement autour de ces sujets-là, mais on a besoin de règles autour qui soient compatibles avec ces enjeux et ces attentes politiques. Des règles d'urbanisme qui ne sont pas trop contradictoires avec cet enjeu de pouvoir poser des produits dans des bâtiments qui sont compatibles avec ces attentes de décarbonation et de transition énergétique. Des règles aussi pour les industriels qui ne vont pas trop vite ou qui ne sont pas en contradiction avec les rythmes tels que la F-gaz ou des potentielles éco-conditionnalités. Non que le sujet soit compris et soit aussi travaillé par les industriels, mais qui soit fait avec cohérence, simplicité et dans le bon rythme pour nous permettre également d'être au rendez-vous. Donc voilà, moi j'ai tendance à dire redonnons confiance. On attend que ce gouvernement redonne confiance, nous considère la filière à tous les niveaux de cette filière, redonne de la clarté et travaille en anticipation pour nous aider à faire notre travail tous les jours. Merci beaucoup à tous les trois. On va arriver à la fin de cette table ronde. Je suis sûre que tout le monde a très faim. Donc on va vous libérer dans quelques temps. Mais je voudrais quand même qu'on conclue et que chacun vous puissiez nous dire les deux idées que vous voudriez qu'on retienne en quittant ce salon dans 4 jours. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la filière pour aussi voilà, donner de l'élan et puis permettre à tout le monde de continuer vers un avenir qui, on l'espère, sera plus radieux. Olivier, je vous laisse la parole. En quelques mots, mais c'est difficile, moi, en quelques mots, mais bon. Ça... Je vais peut-être m'arrêter sur la puissance de la filière et des acteurs, justement, de l'acte de construire en France, non délocalisables. On a de très bons ingénieurs qui créent beaucoup de choses en recherche et développement. Il faut éviter qu'ils partent à l'étranger, c'est ce qu'ils font aujourd'hui dès qu'ils créent une start-up ou dès qu'ils sont chassés soit côté des États-Unis, soit au sud-est asiatique. On a les meilleures entreprises, les plus belles, allez, les meilleures, j'en sais rien, si, elle est les meilleures, mais les plus belles entreprises constructeurs de matériaux ou de matériel. On a tout ce qu'il faut pour tout ça. Ensuite, au niveau des architectes, on est plutôt bien placé aussi au niveau national et international. On a de l'idée, on a de l'audace. Voilà, on peut construire des choses magnifiques qui sont vertueuses au niveau environnemental. On a donc les fabricants de matériel qui ont, je veux dire, pignon sur le monde aussi, en tout cas en Europe, au niveau des matériels qui nous concernent, nous, en génie climatique, mais ailleurs aussi. Donc matériel. On a les entreprises françaises, 2-3 majors français qui glanent les podiums au niveau international. Et si j'enlève celles qui sont subventionnées à excès par les pays dictatoriaux, donc voilà, si on les met sur le plan... Et oui, on a les 2-3 sociétés françaises les plus belles au monde. Les plus belles au monde, ça veut dire qu'aussi elles innovent, elles savent faire des ouvrages magnifiques, et donc ça ruisselle sur les plus petites. Et puis après, on a un tissu parfait d'entreprises, de l'artisan. Vous savez, on a 2 tiers d'artisans à la FFB, hein, donc on connaît très bien, évidemment. Eh bien, on a les artisans, des TPE, des PME, des ETI qui foisonnent d'idées, qui sont innovantes, qui mangent dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle, dans les nouveaux modes constructifs, etc., etc. Donc en fait, on a des outils fabuleux.
Voilà. Ce que l'on veut maintenant, c'est une ligne, une planification pour que toutes celles-ci, dans un collectif, investissent dans leur recherche, fabriquent comme vous le faites, nous en montage derrière, et avoir une lignée sur la transition énergétique ou pas. Hein. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord et on a tous ce logiciel, cette philosophie. Et alors, les plus jeunes qui arrivent dans le métier, je ne vous dis pas, ils ont encore plus que nous, qu'on ait cette ligne, voilà, cette route à mener ensemble sur 5, 10, 15, 20, 50 prochaines années pour déjà réussir le pari du zéro carbone en 2050. On est encore sous la courbe, hein, on est encore bon, hein, malgré tout ce qui s'est passé, on est encore bon. Voilà. Et puis pour finir, tout ça pourquoi faire? Pour que nos concitoyens vivent d'une façon le plus confortable possible, avec les matériels qu'on va installer bien sûr, puis avec nos copains à côté dans le collectif d'une construction, bien sûr, mais aussi les attirer aussi l'attraction, c'est-à-dire attirer ces jeunes qu'on a vu au WorldSkills magnifique il y a 15 jours, magnifique, et voilà, que nos métiers soient attractifs, mais avec le numérique, on a quand même un champion olympique de la construction digitale, donc c'était la semaine dernière, hein, voilà, Ruben, qui a mis le pâté à tous les Asiatiques, et j'adore, hein, j'ai la famille, donc voilà, et voilà, tous les pays qui sont à la technologie, et aux États-Unis aussi, de tout ce qui est numérique, transition numérique. Donc voilà, on a des atouts formidables en France. Il faut simplement que les gouvernements qui arrivent sur les 10 prochaines années et plus nous montrent la voie. Et en tout cas, nous ensuite, on a une agilité terrible. Sinon, je vous l'ai dit, on ne serait plus là depuis longtemps. Merci beaucoup. José, le mot de la fin. Alors moi, je vais te faire gagner du temps parce que j'allais dire pas mieux, quoi, hein, dans tous les cas. Moi, le mot de la fin, c'est ensemble. Il faut qu'on porte ensemble tous les messages qui ont été délivrés ici aujourd'hui, de façon à obtenir l'écoute des instances gouvernementales qui sont effectivement clés pour la construction de ce marché tel qu'il se dessine aujourd'hui en matière de rénovation énergétique. Et donc j'appelle une fois encore, au-delà de nos propres adhérents, à plus d'accords, plus de partenariats avec l'ensemble des partenaires de la filière, voire en dehors de la filière, pour être plus fort demain. Merci. Merci beaucoup. Stanislas, je vous laisse le mot de la fin de cette table ronde. Voilà, même si on a démarré avec une tonalité qui pourrait paraître un peu sombre de nos actualités économiques et nos impacts pour nos entreprises, les industriels restent des engagés, des passionnés, des mobilisés. Et on le voit bien, je citais tout à l'heure les 200 millions d'euros qui sont prêts à être investis, dépensés par les industriels en France pour accroître leur capacité industrielle, pour créer, ouvrir de nouvelles usines. C'est plus de 1000 emplois potentiels. Donc on voit bien cette envie, cette dynamique à l'innovation produit, à tenir l'industrie en France. Et ça, c'est des choses qui sont majeures. Et on a besoin du coup de trouver un gouvernement qui nous fasse confiance. Et ça va être majeur, qui nous fasse confiance et nous permette de rendre possible ce que l'on a envie de faire. Le deuxième point, c'est celui de la compétence et de la formation. On est là aussi pour accompagner et aider l'ensemble de la filière à monter en compétences. Les industriels, c'est 123 centres de formation intégrés. Je ne parle pas de toutes les écoles, tout ce qui se fait au niveau de la FEP, je parle vraiment de ce que les industriels ont mis en place pour contribuer à cette formation des plus jeunes et moins jeunes. Donc c'est un élément qui est clé. Donner envie à ces métiers techniques, technologiques, c'est quelque chose qui est clé. On pourra faire de bons produits si on a des bons installateurs, des bons maintenanciers, si on a vraiment toute cette filière qui est embarquée. Et moi j'ai envie de dire une chose, on est présent pour le gouvernement, pour travailler avec eux, pour trouver les formules et les bons modes. Faites-nous confiance, appelez-nous, demandez-nous de participer à vos travaux de réflexion. Impactez-nous, demandez-nous de vous faire des propositions, on sera au rendez-vous et on sera se réunir toute la filière pour être capable de vous amener ces propositions. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, j'ai juste un petit quiz avant de partir, oui. voilà un petit truc un peu sympa. Ce matin au petit déjeuner, ça m'a donné une idée, mais on a parlé, bon, vous savez, l'aérovin, etc. Et puis, on avait pas un philosophe, mais un philosophe, un penseur sur le climat, un gars super, Monsieur Clos, qui nous disait oui, la Terre va se réchauffer, en France on aura des épisodes à 50 degrés, donc quelqu'un a dit, peut-être toi Stanislas, oui, il faudrait plus trop parler de pompe à chaleur. Alors moi je vous donne un défi, par exemple, trouvons un nouveau nom pour la pompe à chaleur qui caractérise peut-être trop le confort d'hiver, hein, et on sait que il va falloir aussi rafraîchir avec bien sûr
pas utiliser trop d'énergie. Alors bon, voilà, si vous avez des idées, moi, pour garder l'acronyme, peut-être pompe à confort ou production de... Voilà. En tout cas, je pense que ça peut être Uniclimat qui peut nous faire lancer ce truc. Merci pour Voilà. Et puis celui qui gagnera, il aura droit peut-être à une adhésion gratuite à la... Merci à toi, Olivier. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être, s'il vous reste quelques minutes, peut-être prendre une ou deux questions de la salle si vous en avez, et sinon on vous libère. Bon, tout a été très clair. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon salon.